Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un sujet très intéressant, à savoir la marque Nike comme étant un triomphe commercial entaché de scandale. Cette présentation est encadrée par Madame Nada Soudi et présentée par Nadia Douabi, Manal Morjan, Hafsa Moustamine et Nada Azawi. Alors, comme vous le savez tous, Nike est l'une des marques de vêtements et de chaussures de sport les plus connues et les plus populaires dans le monde. Cependant, la marque a également été au cœur de plusieurs scandales qui ont mis en évidence les défis auxquels les grandes entreprises peuvent être confrontées en matière de responsabilité sociale des entreprises. Dans cet exposé, nous allons examiner certains des scandales les plus notables qui ont touché Nike au fil des années et analyser leur impact sur la marque et sur la société en général aussi. Nous allons également explorer la réponse de Nike à ces scandales-là et évaluer dans quelle mesure l'entreprise a pu prendre des mesures pour devenir plus responsable envers ses parties prenantes et pour améliorer sa réputation en matière de RSE. Alors pour ce faire, on va tout d'abord présenter le scandale du travail infantile en 1997 et puis on va aussi parler du scandale du travail forcé des minorités musulmanes en Chine en 2003 et puis le scandale d'environnement de travail sexiste et toxique en 2018 et puis le scandale des athlètes enceintes en 2019 et vers la fin, on va finir par les stratégies RSE de Nike et une petite conclusion. Cela fait plus que 20 ans que Nike est régulièrement attaqué par des pratiques plus que douteuses dans le meilleur des cas, inadmissibles, voire inhumaines dans d'autres. Le spécialiste américain des vêtements, accessoires et matériels de sport s'est fait épingler plus qu'une fois sur le terrain des conditions de travail déplorables pour les ouvriers des usines sous-traitantes. Parmi elles, citons le travail des enfants. Le recours aux sweatshops, ces ateliers de misère où les travailleurs, véritables esclaves, sont exploités et soumis à des conditions contraires à toute morale, alors que l'entreprise enregistre de gros bénéfices. Nike a été critiqué pour avoir utilisé des travailleurs enfants dans ses usines par le passé. En 1996, l'Organisation de défense des droits des travailleurs Global Exchange a publié un rapport affirmant que Nike avait employé des enfants dans ses usines de production en Asie. En 1997, la marque de sport Nike a été secouée par un scandale de travail infantile. Des rapports ont révélé que des enfants âgés de seulement 10 ans étaient employés dans ces usines-là en Asie pour produire des chaussures Nike, travaillant pour de longues durées, dans des conditions dangereuses et pour des salaires très bas. Le scandale a été révélé par l'ONG américaine Global Exchange qui a mené une enquête approfondie sur les pratiques de Nike dans ses usines en Indonésie. Les conclusions de l'enquête ont été publiées dans un rapport intitulé Nike Sweatshops Factories in Indonesia. Les sweatshops de Nike en Indonésie sont des usines qui ont été accusées de pratiquer des conditions de travail inhumaines, notamment en ce qui concerne les salaires, les heures de travail et les normes de sécurité. Nike, qui est l'une des plus grandes entreprises de chaussures et de vêtements de sport au monde, a été accusée de maintenir des conditions de travail abusives dans ses usines en Indonésie depuis les années 1990. Les travailleurs des usines qui sont des enfants sont payés très peu pour des journées de travail qui peuvent durer jusqu'à 16 heures. Les travailleurs sont également soumis à des conditions de travail dangereuses avec des risques de blessures liés à des machines mal entretenues ou des environnements de travail peu sûrs. Les enfants étaient également employés dans ces usines, souvent pour effectuer des tâches dangereuses telles que l'utilisation de produits chimiques toxiques. Nike a rapidement réagi au scandale, affirmant que les pratiques dénoncées dans le rapport n'étaient pas conformes à ses politiques de responsabilité sociale et environnementale, et annonçant des mesures pour améliorer les conditions de travail dans ces usines. L'entreprise a également engagé des audits indépendants pour enquêter sur ses fournisseurs et garantir que les pratiques abusives ne se reproduisent jamais.
Depuis le scandale de 1997, Nike a pris des mesures significatives pour améliorer ses pratiques en matière de RSE. L'entreprise a publié des rapports annuels sur ses pratiques de RSE et a mis en place des programmes pour garantir le respect des droits des travailleurs dans ses chaînes d'approvisionnement. Nike a également travaillé en étroite collaboration avec des ONG et des groupes de défense des droits des travailleurs pour améliorer les conditions de travail dans ses usines. Cependant, le scandale de travail infantile de 1997 a eu un impact durable sur la réputation de la marque Nike en matière de RSE, soulignant l'importance d'une surveillance constante de ses pratiques et de ses fournisseurs. L'affaire a également mis en lumière les défis auxquels sont confrontées les entreprises qui cherchent à maintenir des normes élevées en matière de RSE dans un environnement de production mondialisé où la sous-traitance et l'externalisation sont très courantes. Un an plus tard, l'entreprise crée la Fair Labor Association, organisation non gouvernementale ayant pour but de rassembler les entreprises qui luttent pour les droits de l'homme en général au travail avec des principes d'emploi à partir d'un âge minimum et un temps de travail réduit et limité. Entre 2002 et 2004, Nike réalise plus de 600 visites et audits dans ses usines pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Maintenant, nous allons nous intéresser au deuxième scandale qui s'intitule « Le scandale des minorités musulmanes en Chine ». En Chine, pays dans lequel se concentre la majorité des Ouïghours du monde, une population persécutée par le régime. Harcèlement, fichage systématique, assimilation forcée, destruction de biens culturels, les formes de persécution sont nombreuses et connues de longue date. Parmi les plus violentes d'entre elles figurent des camps d'enfermement mis en place par le gouvernement afin de rééduquer les populations ouïghours. La situation de la minorité ouïghour est au cœur des débats diplomatiques. En effet, le sujet est relancé désormais par une plainte devant le tribunal judiciaire contre la marque de Nike, qu'elle accuse de travail forcé sur la communauté musulmane. Le scandale impliquant Nike en 2003 était lié à des allégations de mauvaises conditions de travail et de mauvais traitements infligés aux travailleurs dans les usines de l'entreprise à l'étranger. Les allégations comprenaient des salaires bas, d'heures de travail excessives et de recours aux travaux des enfants dans certains cas. Des rapports ont également été publiés sur des camps de détention où les Ouïghours sont détenus et soumis à des abus et à des violations des droits de l'homme. Par ailleurs, la controverse a commencé lorsqu'un militant et journaliste du nom de Jim Keddy est allé travailler sous couverture dans une usine Nike en Indonésie et a dénoncé les mauvaises conditions de travail qui y régnaient. Les conclusions de Keddy ont ensuite été confirmées par d'autres organisations de défense des droits de l'homme et Nike a été fortement critiqué pour son traitement des travailleurs. À titre d'exemple, nous avons un tweet qui a été publié par Jim Keddy dans lequel il témoigne en partie de son expérience personnelle et dans lequel il écrit « I refused to wear Nike gear because of their sweatshops abuses and lost my college coaching job for this. Moved to Indonesia to live with Nike factory workers. » Des travailleurs emprisonnés dans une usine prenant la forme d'une boîte de chaussures, voilà l'image utilisée pour organiser une action de boycott contre l'entreprise américaine Nike, accusée d'avoir recours, via ses fournisseurs chinois, au travail forcé de la minorité ouïghour. En effet, la pétition souligne ainsi que les Ouïghours constituent un peuple persécuté par les autorités du pays en raison de leur appartenance ethnique et religieuse, et que les Ouïghours ont été enfermés par milliers dans des camps de concentration et de travail forcé, et que justement l'entreprise Nike utilise ces camps de travail pour sa production de marchandises. Le problème dans tout ça, c'est que la marque de Nike nie toute implication dans l'exploitation des Ouïghours. Pourtant, près de 7 millions de paires de chaussures auraient été fabriquées par des centaines de Ouïghours au sein de l'une des régions du pays. D'après le New York Times, la marque aurait exercé un lobbying très actif à Washington afin d'affaiblir un projet de loi visant à interdire aux États-Unis toute importation de produits fabriqués dans la région. Et je cite, « Ils mentent à leur clientèle, prétendent... » En réponse aux allégations, la marque Nike a déclaré qu'elle ne tolère pas le travail forcé dans sa chaîne d'approvisionnement et qu'elle prendrait des mesures pour s'assurer que cela ne se reproduise plus.
L'entreprise a également publié un rapport sur la conformité sociétale et environnementale qui détaille les mesures qu'elle prend non seulement pour surveiller, mais aussi pour prévenir les violations des droits de l'homme dans sa chaîne d'approvisionnement. D'ailleurs, d'autres changements ont été faits, comme par exemple l'augmentation de l'âge minimum des travailleurs, ou voire même l'amélioration des conditions de travail. L'entreprise est également devenue plus transparente sur ses pratiques de travail et a commencé à travailler avec des auditeurs indépendants pour surveiller ses usines. Depuis tous ces déboires, la marque Nike a démontré un engagement nettement plus solide sur les questions de responsabilité sociétale. Et d'ailleurs, en 2013, elle va même prendre une décision radicale qui ne fut pas sans aller, avec quelques débats réticents en interne avec les responsables des achats. Par ailleurs, Nike met un terme au contrat passé avec plusieurs fournisseurs. Et cette rupture de lien ne passe pas inaperçue en Chine. Puisque deux acteurs chinois qui sont très connus, et d'ailleurs même ambassadeurs de la marque, ont eux aussi décidé de prendre leur distance. Cependant, malgré ces déclarations, Nike a également été critiqué pour ne pas avoir pris des mesures assez suffisantes en fait pour garantir que son approvisionnement ne soit pas lié au travail forcé ou aux violations des droits de l'homme. Les militants des droits de l'homme ont appelé l'entreprise à faire davantage pour justement protéger les travailleurs et à être en fait plus transparente sur ses pratiques d'approvisionnement. On passe maintenant à un autre scandale de Nike où l'entreprise a été accusée par un environnement de travail sexiste et toxique en 2018. En fait, c'était dans le sillage du mouvement #MeToo où la direction de Nike a décidé de libérer la parole au sein de l'entreprise et elle a fini par recueillir les témoignages d'à peu près 43 000 salariés. Et au moins 11 hauts dirigeants ont quitté Nike depuis le mois de mars de 2018, c'est-à-dire directement après le lancement de ces témoignages. Le mouvement #MeToo, si vous ne le connaissez pas, c'est un mouvement qui a été fondé en 2006 par la militante pour les droits civiques, Tarana Burke, qui a pour but de dénoncer les violences sexuelles tout simplement. Le mouvement #MeToo a fait tomber beaucoup de têtes dans le monde des affaires américains, mais le cas de Nike est resté jusqu'à présent inégalé. Et comme j'ai déjà mentionné, depuis le mois de mars de 2018, pas moins de 11 responsables de Nike, dont certains membres de l'état-major, ont annoncé leur départ de l'entreprise à la suite d'une très grande vague d'accusations d'harcèlement, que ce soit un harcèlement moral, sexuel ou de discrimination. Ces témoignages ont en fait été collectés de façon informelle par un groupe de femmes employées du groupe et c'était eux qui ont fait éclater le scandale. Ces dernières ont lancé un travail d'enquête après une démission inattendue de plusieurs femmes qui étaient vraiment très très haut placées dans l'organisation. On peut parler aussi de la notion des clubs de striptease, car les témoignages qui ont été recueillis en interne et qui ont été portés à la connaissance du directeur général du groupe, Mark Parker, au début de mars, décrivaient ainsi une culture de boys club, entre guillemets. Et donc, un boys club, c'est un réseau informel privé, largement ou exclusivement masculin, dont les membres sont socialement homogènes et sont choisis par cotation afin de s'entraider dans le domaine professionnel en usant de leur influence. Et donc, selon plusieurs médias américains, les femmes décrivaient des soirées d'entreprise qui finissaient dans des clubs de striptease. Ils ont même rapporté le cas d'un manager qui a essayé d'embrasser de force une de ses subordonnées en la suivant dans les toilettes. Il y a même un autre cas où un manager a mentionné la poitrine de son employé dans un mail, ou encore un autre qui se vantait bruyamment d'avoir des préservatifs dans son sac. Les témoignages ont aussi évoqué des carrières interrompues, des femmes marginalisées dans les réunions, puis dans les promotions ou qui ont été systématiquement exclues de divisions stratégiques. Les témoignages ont aussi critiqué l'existence d'un groupe de managers qui jouissait d'un accès privilégié en numéro 2, Monsieur Trevor Edwards, c'est le monsieur que vous voyez dans la photo, et qui était le président de Nike à l'époque. Ce groupe-là était surnommé, entre guillemets, FOT,
FOT, et qui fait référence à Friends of Trevor. Et donc l'enquête, lorsqu'elle a atterri sur le bureau du directeur général dans le sillage du mouvement #MeToo, elle a provoqué le départ d'au moins 6 responsables de l'entreprise, dont Trevor Edwards, qui était le successeur désigné de Mark Parker, le PDG de Nike, et de son lieutenant. Interrogé dans la presse américaine, Nike a estimé que le problème était limité à un groupe isolé de responsables de haut niveau et qui se protégeaient mutuellement et fermaient les yeux. Et donc Mark Parker, le PDG du groupe, a assumé ne rien savoir, chose qui n'a pas vraiment de sens puisqu'il était proche avec le DRH du groupe qui s'appelle David Ayer, et il a même précisé que l'entreprise n'entendait pas tolérer ce genre de comportement. En catastrophe, le groupe tente de redresser la barre de l'égalité entre les sexes, et ceci en poussant sur le devant de la scène ses égéries, telles l'escrimeuse américaine et médaillée olympique Ibtihaj Mohamed, qui s'est empressée de répondre avec enthousiasme sur son compte Twitter en disant « When amazing women get together, it's always magical. Thanks Nike Women for putting so many inspiring women in the same room and giving us a platform to share our stories of resilience. Let's elevate together. » Ce qui veut dire, quand les femmes extraordinaires se réunissent, c'est toujours magique. Merci Nike Women d'avoir mis autant de femmes inspirantes dans la même pièce et de nous donner une plateforme pour partager nos histoires de résilience. Nike a également adopté plusieurs d'autres mesures pour améliorer l'environnement de travail, mais aussi pour promouvoir la diversité et l'inclusion. Et donc, les mesures spécifiques qui ont été prises par Nike comprenaient la création d'un groupe de travail sur la question de l'inclusion et la diversité. Ce groupe était chargé de surveiller les politiques et les pratiques de Nike afin de garantir une culture de travail qui était équitable et respectueuse. Ensuite, l'augmentation de la représentation des femmes et des minorités sous-représentées dans les postes de direction de Nike. Ensuite, Nike a établi une révision des politiques de ressources humaines pour améliorer la transparence, l'équité et la communication. Ensuite, la mise en place d'un programme de formation pour les employés sur les questions de diversité, d'inclusion ou sur la question de comportement professionnel approprié. Et enfin, la création d'un service confidentiel pour permettre aux employés de signaler tout cas d'harcèlement, de discrimination ou de comportement inapproprié. Impressionnante, n'est-ce pas? Voilà à quoi ressemblait Nike pendant une période où tout le monde l'admirait aveuglément. Une marque engagée pour la lutte des droits de la femme, criant haut et fort ses opinions féministes à travers plusieurs publicités éblouissantes. Nike a été une marque qui s'est très tôt investie auprès des femmes. Cependant, en 2019, Allyson Felix révélait que quand elle est tombée enceinte, Nike était prête à réduire les termes du contrat jusqu'à 70% de sa rémunération. En raison de la grossesse, elle lui a dit « Connais ta place et cours simplement. I was told to know my place, that runners should just run, that it's just business. » Félix a abandonné Nike en 2019 pour Athleta et a créé sa propre marque de chaussures de course, la Sichuan. Elle a couru aux Jeux olympiques de Tokyo, au Japon, en les portant sous la bannière I Know My Place. En fait, Allyson Felix dit « J'ai utilisé ma voix et créé cette entreprise pour vous, pour que vous n'ayez jamais à vous entraîner à 4h30 alors que vous êtes enceinte de 5 mois, pour cacher votre grossesse à votre sponsor. » Dans la vidéo dans laquelle elle introduit sa marque, elle dit « Here I am, using my voice to create change for us as women, and for us as mothers, and for all the women who want to be mothers. So here I am, I know my place. » Selon le Times, après avoir donné naissance à un enfant, chaque athlète sous contrat avec Nike voyait sa rémunération conditionnée pendant 12 mois à son niveau de performance. Un exposé publié dans le New York Times inclut une vidéo de la coureuse olympique Alicia Montagno, au cours de laquelle elle se moque du slogan « Dream Crazier » de Nike. « Vous êtes simplement folle si vous souhaitez être athlète et maman en même temps », confie-t-elle. Non, sérieusement, il ne s'agit pas d'une bonne idée. Elle explique avoir été forcée d'appliquer du ruban adhésif sur ses abdos et de faire envoyer du lait maternel depuis la Chine afin de pouvoir participer à une course peu de temps après la naissance de sa fille. Course à laquelle elle devait participer afin de ne pas perdre son parrainage avec Nike. D'autres athlètes anciennement soutenus par Nike se sont également exprimés dans le rapport écrit. Kara Goucher, athlète olympique, explique avoir repris l'entraînement une semaine après son accouchement, après avoir appris pendant sa grossesse
que Nike ne la payerait pas tant qu'elle ne reprenait pas la compétition. Alison a raconté la pression subie pour qu'elle revienne au plus vite à l'entraînement, après la naissance de sa fille en novembre 2018, malgré une césarienne à 32 semaines à cause d'une sévère prééclampsie qui menaçait sa vie et celle de son bébé. Et pendant que Alison Felix se battait pour sa santé, elle devait également lutter pour ses droits. Alison Felix explique à quel point elle est déçue, elle qui avait accepté de signer avec Nike à l'époque, notamment grâce aux valeurs que l'équipementier défendait. On m'a dit que je pourrais aider les femmes. On m'a dit que Nike voulait promouvoir les adolescentes afin de changer les sociétés autour du monde. Grâce à Alison Felix, Nike a reconsidéré sa position sur les athlètes féminines en supprimant les clauses de performance qui figurent dans les contrats liant les athlètes de retour d'un congé de maternité. Ouvertement critiquée par d'autres athlètes américaines, comme Alicia Montagno, sur ses politiques liées à la maternité, Nike se décide enfin à agir pour mieux protéger les femmes durant leur congé de maternité. Les athlètes ne seront plus impactés financièrement pendant leur grossesse. Cette protection a été étendue sur une période de 6 mois pour atteindre 18 mois contre 12 auparavant. Sur le slide suivant, vous voyez un post Instagram d'Alison Felix dans lequel elle publie le mail qu'elle a reçu de la part de Nike et qui indique que les clauses de performance liées aux athlètes de retour d'un congé de maternité sont supprimées. En fait, l'ironie de l'histoire réside dans le fait qu'un an plus tard, Nike lançait pour la première fois sa collection de sport pour femmes enceintes et une campagne publicitaire dont le thème était la maternité. Je vous laisse donc avec la vidéo de la campagne publicitaire. Can you be an athlete? You, pregnant. You, a mother. That depends. What is an athlete? Someone who moves? Sounds like you. Someone who gets it done, no matter what. You do that. Someone who listens to her body. Also you. Someone who defies gravity. You. Someone who deals with the pain, hits her limit, and pushes past it. Pushing, pushing, pushing. Someone who earns every single win. You. So, can you be an athlete? If you aren't, no one is. Rien de mieux que de conclure cette partie avec une citation de la femme qui a tant lutté pour le droit des athlètes enceintes. Celle qui dit « Instead, I spoke up. I used my voice to fight for maternal protection for female athletes. No woman should have to choose between being a professional and being a mother. Now, because of that fight, sponsorship contracts look different for a lot of athletes. » Passons maintenant aux principales stratégies qui ont pu être pratiquées par la marque de Nike au fur et à mesure du temps. Et nous allons voir à travers les différentes années quelles ont été les différentes actions menées par la marque. Nike est l'une des plus grandes entreprises de vêtements et de chaussures de sport au monde. Et elle a progressivement adopté des stratégies de responsabilité sociétale des entreprises tout au long de son histoire, depuis sa création jusqu'à maintenant. Par ailleurs, voici un aperçu de quelques-unes de ses principales initiatives RSE au fil des années. Nous avons tout d'abord les années 1990, dans lesquelles il est nécessaire, voire primordial, de savoir qu'après avoir été critiqué pas mal de fois pour les conditions de travail de ses travailleurs en Asie, la marque a commencé à publier des rapports sur sa chaîne d'approvisionnement et à travailler avec des organisations non gouvernementales, donc les ONG, pour améliorer les conditions de travail de ses travailleurs. En ce qui concerne les années 2000, Nike a élargi son engagement en matière de RSE en lançant un certain nombre d'initiatives, notamment la création d'un code de conduite pour les fournisseurs, qui incluait des normes strictes pour les conditions de travail, les pratiques environnementales et la santé et la sécurité des travailleurs. En deuxième position, nous avons la mise en place d'un système de surveillance de la conformité dans le but de s'assurer que les fournisseurs respectent les normes de la marque. Et en troisième position, nous avons l'adoption d'un programme de développement de la communauté pour améliorer les conditions de vie, non seulement des travailleurs, mais aussi de leurs familles, dans les régions où Nike opère. Pendant les années 2010, Nike a continué à renforcer son engagement en matière de RSE, en mettant en place des initiatives telles que la réduction de son empreinte carbone,
en utilisant des sources d'énergie renouvelables et en améliorant l'efficacité énergétique de ses opérations. L'introduction de matériaux durables dans la fabrication de ces produits, notamment en utilisant du polystyrène recyclé et des matériaux issus de l'agriculture biologique. Et enfin, la promotion de la diversité et de l'inclusion en travaillant à éliminer les discriminations liées à la race et au sexe. Plus récemment, pendant les années 2020, Nike a adopté des stratégies de RSE qui sont plus larges, notamment par son engagement à atteindre l'objectif zéro déchet, et ceci en supprimant les déchets de ses opérations. Aussi par la promotion de l'inclusion sociale en investissant dans des initiatives pour aider les jeunes issus des quartiers défavorisés à accéder à des opportunités soit d'emploi ou de formation, et aussi par l'adoption d'une stratégie de décarbonisation pour atteindre un bilan carbone net zéro d'ici 2050. Et donc, dans l'ensemble, Nike a mis en place une série d'initiatives de RSE au fil des années pour améliorer les conditions de travail de ses employés, réduire son impact environnemental et promouvoir la diversité et l'inclusion. Cependant, certains critiques continuent de remettre en question l'efficacité de ces efforts et appellent Nike à faire davantage pour améliorer les conditions de travail de ses travailleurs et réduire son impact environnemental. Notre exposé touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention.